Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes venus en nombre, largement plus que ce que l'on espérait. On espérait déjà effectivement que le thème, comme l'invité, allait attirer beaucoup de personnes désireuses de débattre. Et là, on est largement au-dessus de ce que l'on pensait. Voilà. Merci d'être venus aussi nombreux. Je le prends à de niveau, effectivement, comme une attente de débat, de possibilité de discuter, une attente de parole aussi, et venant d'un intervenant qui est qualifié comme journaliste engagé pour traiter, pour aborder ce type de questions. Nous, on a souhaité effectivement faire de cette réunion, un peu de rentrée du collectif, d'ailleurs nous sommes ici, une réunion de débat. Donc il y aura un large temps prévu pour les débats avec la salle, les questions-réponses et les débats entre les personnes de la salle. Parce qu'on pense que le sujet que l'on a choisi de mettre en avant ce soir, on pense que c'est un sujet sur lequel il est indispensable que l'on se penche, que l'on se questionne et que l'on trouve aussi ensemble des réponses sans doute plus satisfaisantes que celles qui sont données actuellement au niveau tant national que international, européen. Voilà. Donc l'étranger, les questions pour notre démocratie, c'est pour nous pas un sujet théorique, on ne veut pas en faire un sujet de ce théorique, mais c'est bien une question concrète, une préoccupation concrète pour les militants et militantes que nous sommes. Une question que l'on peut reformuler comme suit. En quoi sommes-nous concernés en tant que citoyens et citoyennes par la manière dont on traite, ou plutôt on maltraite, dans notre pays, les migrants, les sans-papiers et plus généralement les étrangers? Nous avons donc ce soir à la présence d'Edwin Plenel, une personne de qualité comme journaliste engagé, pour aborder la question et débattre avec nous. Au nom du collectif d'ailleurs, nous sommes ici, je lui souhaite la bienvenue, je le remercie d'avoir voulu répondre à notre invitation et pour sa participation entièrement militante à cette réunion. Quelques mots sur le collectif DNSI. C'est un collectif unitaire composé d'associations, de syndicats et de partis politiques, ce qui est une originalité relative. Il y en a d'autres de ce type, d'autres structures de lutte de ce type dans le pays, mais pas si nombreuses que ça. Donc toutes ces organisations sont engagées ensemble dans la durée pour mener des actions contre les politiques discriminatoires qui visent les étrangers, contre le racisme et la xénophobie, contre l'idéologie de l'extrême droite, et pour une politique d'immigration respectueuse des droits humains, avec comme mesure d'urgence l'arrêt des expulsions, la fermeture des centres de rétention administrative, prison pour les migrants, terme plus propre, la régularisation des sans-papiers et l'ouverture des frontières pour un accueil humanitaire, seule solution digne et réaliste pour en finir avec les drames et les désastres humanitaires. Les organisations qui participent à ce collectif et qui ont appelé ce soir ensemble à cette réunion sont, pour les associations, la CIMAP, groupe local de Poitiers, Droit au logement 86, Réseau éducation sans frontières 86. Pour les organisations syndicales, la FSU et Solidaire 86. Europe Écologie Les Verts pour les partis politiques, Europe Écologie Les Verts, Ensemble, Jeunes écologistes de Poitiers, Mouvement des jeunes communistes de France, le nouveau parti anticapitaliste, le Parti communiste français, le Parti de gauche, tous du département 86. Concrètement et rapidement, DNSI appelle régulièrement à des mobilisations et à des manifestations publiques en réponse à une actualité nationale ou face à des situations locales, familles ou personnes menacées d'expulsion, mises en rétention, accès aux droits refusés. Chaque premier mercredi du mois également, DNSI appelle à un rassemblement devant le palais de justice à 18 h. C'est un moment de mobilisation, de diffusion de tracts à la population, c'est un rendez-vous militant, l'occasion d'échanges, d'informations et de débats. Le collectif organise également des soirées, réflexions, discussions, débats, comme ce soir, et des projections de films avec débat. Car nous voulons maintenir ouverte la question de l'immigration, et nous voulons faire entendre un autre discours politique sur l'immigration et sur les migrants et les migrantes,
un autre discours politique que celui des gouvernements qui se sont succédés depuis des dizaines d'années. Et nous condamnons fermement la violence qui est faite aux migrants, à travers les lois de plus en plus restrictives, à travers les brutalités policières, et également la misère dans laquelle ils sont maintenus. Sans parler de l'excès absolu que vous devez connaître, je pense que vous suivez la presse, l'excès absolu de la situation de Calais actuellement. Nous voulons une politique d'immigration généreuse, respectueuse des droits humains fondamentaux. Et il s'agit pour nous d'un combat majeur qui concerne nos valeurs et le fonctionnement de notre démocratie. Je vous remercie. Je vais maintenant laisser le pupitre et la parole à Hélène Plenel, qui va faire une intervention de 3/4 d'heure, ce qui nous laissera ensuite un temps assez long pour faire circuler les micros dans la salle et que chacun puisse s'exprimer, poser une question ou faire une intervention. Voilà. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être si nombreux ici ce soir pour parler de nous, pas de eux et nous, mais de nous. Pour parler au fond de pourquoi cette question de l'étranger, des migrants, des réfugiés, des exilés, n'est pas une question étrangère, extérieure. C'est une question qui parle de nous, qui parle du nous que nous voulons ou non construire. C'est ce que je vais essayer d'expliquer dans ce propos liminaire en tant que journaliste. Qu'est-ce que c'est un journaliste? Un journaliste, c'est deux principes. Le premier, ce n'est pas d'annoncer, d'affirmer, de lancer, de vitupérer autour de vérités d'opinion, de points de vue, de convictions, de préjugés, de croyances, d'appartenance. Un journaliste, sa fonction, son rôle, c'est d'apporter des vérités de fait qui concernent soit le passé, soit le présent, de mettre au cœur du débat public des faits, de ne pas ajouter la peur à la peur, le fantasme au fantasme, l'émotion à l'émotion. C'était très difficile à dire au début de cette année, après les attentats de janvier, de dire ce qui est une très vieille tradition philosophique, c'est une formule de Spinoza, ni rire, ni pleurer, comprendre. Comprendre ce qui nous arrive, comprendre les désordres du monde, comprendre la réalité de notre société. Ne pas être dans cette bulle médiatique, politique, qui nous assène des mensonges sous couverture d'idéologie, sous couverture de préjugés. Mais l'autre aspect du journalisme, et qui, au fond, est au cœur de ce qui nous occupe ce soir, c'est le déplacement. Ce métier, s'il est au rendez-vous de lui-même, c'est-à-dire du droit de savoir des citoyens, apporter aux citoyens des informations d'intérêt public, c'est un métier qui a un insigne privilège qui l'oblige vis-à-vis du public. C'est un métier où l'on a le droit de se déplacer, où l'on peut aller dans des univers sociaux, culturels, nationaux, divers, variés, qui ne sont pas ceux d'où l'on vient. Se déplacer culturellement, socialement, nationalement. Du coup, aller vers l'autre. Essayer de comprendre l'autre, de rendre compte de l'autre. En ce sens, pour moi, le journalisme est un engagement. C'est un engagement au service de cette vérité des faits, mais au service de cette relation entre ce que j'écris et un public, le virtuel c'est du réel, la preuve, mais aussi entre les univers que l'on va rencontrer. Le journal que je représente, Mediapart, qui est un carrefour qui défend, je l'espère, le meilleur de nos traditions au cœur de la modernité numérique,
a parmi ses slogans que nous sommes un journal sans papier ni frontières, ce qui va bien à cette réunion. Sans papier, numérique, ni frontières, car en effet le numérique est porteur d'un nouvel imaginaire du monde qui est justement la circulation sans frontières en temps immédiat des nouvelles, des informations, des mensonges, des vérités, des propagandes, des opinions, des débats, de tout ce qui peut faire lien entre nous. Ce journal a illustré cette question du déplacement depuis plusieurs mois, bien avant qu'il y ait cette photo sur une plage turque qui a tout d'un coup réveillé ceux qui nous gouvernent, et si peu, a lancé avec plusieurs journaux, pour l'essentiel en ligne, des Balkans, de Grèce, de Tunisie, de Hongrie, contre M. Orban, d'Italie, une opération que vous pouvez consulter qui s'appelle « Ouvrez l'Europe », « Open Europe ». Autour de cette idée que je vais essayer de développer aujourd'hui, que nous sommes comptables de ce qui se passe au lointain, nous sommes liés à ce qui se passe au lointain, nous avons une part de responsabilité dans ce qui se passe au lointain, et que cela nous oblige, à ouvrir cette Europe, à ne pas en faire une forteresse. Quand nous disions cela, et nous l'avons dit très tôt, en disant même au moment de Lampedusa qu'il aurait fallu faire de Lampedusa face au cimetière marin que devenait la Méditerranée, qu'il fallait en faire le Ellis Island de l'Europe, un lieu d'accueil par lequel a transité ce qui a fait les États-Unis d'Amérique. Quand nous disions cela, tout le monde disait « c'est irréaliste ». C'est loin de toute réalité concrète. Que s'est-il passé en quelques semaines? Pour diverses raisons, mais ne boudons pas notre plaisir. Une chef d'État, plutôt conservatrice sur d'autres sujets, a dit elle-même « ouvrez l'Europe ». A dit, elle, l'Europe ne sera pas l'Europe si elle n'est pas au rendez-vous de ce devoir d'accueil. J'ai nommé Angela Merkel, avec laquelle j'ai d'autres désaccords sur des questions économiques, sociales, mais c'est une question démocratique et sociale qui est en jeu là. Et dans ces moments-là où les principes sont en jeu, et nous le savons, dans tous les moments d'épreuve qu'a vécu notre pays, en 1940 comme pendant les guerres coloniales, ce ne sont pas les étiquettes partisanes qui détermineront le chemin qui sera fait. C'est au pied du mur que l'on verra où sont les principes, que l'on verra où sont ceux qui choisissent la résistance intérieure ou l'ombre, ou ceux qui combattent la torture, fût-elle imposée par un gouvernement soutenu par une majorité de gauche pendant la guerre d'Algérie. Ce sont dans ces moments-là que se détermine comment nous allons construire une humanité commune. Et si je cite Madame Merkel, alors que je suis invité par toutes sortes d'organisations de gauche qui combattent évidemment sa politique, notamment dans l'épisode grec, c'est pour rappeler combien, justement, la gauche ne peut pas barguigner sur ces questions, ne peut pas se replier sur un précaré, qu'elle doit être capable de tenir, elle aussi, ses paroles de hauteur. Comme au début de cette année, c'est Madame Merkel qui a dit « l'islam appartient à l'Allemagne » face aux manifestations fascistes, racistes de Pegida, phrase que nous n'avons pas entendue dans la bouche de nos dirigeants en France. Alors, je voudrais donc vous expliquer en 3 temps pourquoi c'est en effet de nous qu'il s'agit. En faisant un détour par le passé, d'abord, ensuite en vous parlant de la France, telle qu'elle est, telle qu'elle vit, telle qu'elle travaille, et enfin en vous parlant du monde. Ce détour aura comme musique une alarme qui a été lancée par un écrivain suisse alémanique, Max Frisch, et que je cite beaucoup dans toutes les réunions publiques auxquelles je suis confié. Pire que le bruit de bottes, il y a le silence des pantoufles. Ce soir, vous démentez cela par l'affluence.
La question qui nous est posée par cette construction d'une question de l'étranger, par cette construction d'une question où il y aurait un nous qui serait extérieur à eux, et non plus d'humanité commune, et non plus de questions communes, démocratiques, sociales, écologiques, économiques, à l'échelle de la planète, c'est justement comment on nous habitue à l'indifférence. Comment on construit un climat où nous détournons les yeux, où nous ne regardons plus. Et nous ne pouvons pas ne pas nous interroger d'emblée sur le retard français de ce point de vue. La France, je le rappellerai plus précisément, est le pays qui a été le moins au rendez-vous des réfugiés. Mais c'est cette même France où justement, depuis trop de temps, par l'hystérisation de la droite, devenue droite extrême sous Nicolas Sarkozy, ou par l'abandon, les renoncements d'une gauche court-termiste, de calcul, de précaution, nous n'avons pas tenu de hauts discours par rapport à tout un poison qui s'installe chez nous. Poison xénophobe, poison raciste, poison islamophobe. Et donc, plus nous laissons ce climat s'installer, plus nous nous habituons à ne pas être au rendez-vous, y compris de l'inédit, l'imprévu, des catastrophes, des personnes qui fuient la guerre, qui fuient la persécution, et nous perdons ce simple réflexe d'aller vers elle, ce simple réflexe qui est commun dans toutes les traditions philosophiques, toutes celles qui se réclament de l'homme, cette idée que c'est en allant vers l'autre que l'on découvre sa propre humanité. Ceci a été énoncé dans un texte, car au fond, nous sommes dans une époque si troublée qu'il nous revient de défendre le minimum qui fut acquis après la catastrophe européenne. Après la catastrophe où l'engrenage dont nous parlons ce soir et qui nous alarme a été le moteur même de cette catastrophe. Je cite: « Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité, et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. » C'est évidemment la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1848, à laquelle avait en petites mains collaboré Stéphane Hessel, que je viens de citer, son préambule. Laquelle déclaration contient deux articles, l'article 13 et l'article 14. Déclaration universelle des droits de l'homme. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ensuite, article 14. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Nous ne sommes pas face à quelque chose que nous devrions improviser comme un état d'exception. Nous avons simplement rendez-vous avec ces textes fondamentaux. Ces textes fondamentaux qui ont été faits après que l'Europe a été le théâtre de personnes jetées sur les routes, de personnes fuyant les persécutions, de personnes parfois rejetées. Il y eut des bateaux qui durent faire demi-tour dans l'Atlantique, qui ne furent pas accueillis et qui, pour nombre d'entre elles, furent assassinées dans le crime contre l'humanité. C'est le premier point que je voudrais développer.
que nous soyons lucides, conscients de notre histoire. Le présent est plein de passé, et il y a un passé plein d'à présent. Et être engagé sur toutes ces questions, c'est faire la pédagogie de ce passé, qui a produit ces principes fondamentaux dont nous nous réclamons. Ce passé, c'est celui où le poison de l'étranger a été diffusé, où il est devenu, contre toute vérité, une idéologie, où l'on a brandi une invasion, et où l'étranger accompagnait la construction d'un étranger intérieur, car tout cela va ensemble. La recherche obsessionnelle dans notre peuple, d'une part de notre peuple, comme étant étrangère au peuple lui-même. Le théâtre de notre précédente bouleversement, comme une révolution industrielle, comme une révolution culturelle, comme une révolution géopolitique, le théâtre de ce qui s'est passé fin XIXe siècle, et dont la France fut le principal laboratoire idéologique, doit nous faire comprendre ce qui se passe aujourd'hui, ici même, au XXIe siècle. Nous vivons la même chose, une révolution industrielle, des bouleversements géopolitiques, des doutes, des intellectuels égarés, des moments de perte, de crainte, d'incertitude, des programmes non établis, des sauveurs suprêmes qui n'existent pas. Nous sommes dans ce moment de confusion et d'incertitude, d'immenses potentialités et d'immenses doutes. Que se passe-t-il dans ces moments-là? Il se passe dans ce moment-là que la ruse des puissants, la ruse des dominants, la ruse de ceux qui sont en place, c'est d'installer, de faire vivre comme un poison actif, comme une idéologie active, comme un imaginaire régressif actif, la question de l'étranger. Et de le faire à la fois vis-à-vis de l'extérieur, l'étranger, mais en même temps à l'intérieur. En 1893, dans le sud de la France, à Aigues-Mortes, il y a un pogrom. Un pogrom contre des ouvriers italiens. Le journal qui défend ce pogrom s'appelle La Libre Parole. C'est le journal d'Édouard Drummond, l'auteur de La France juive. En 1894, un an après, commence l'affaire Dreyfus. Cette condamnation du capitaine Dreyfus, comme le dira Maurice Barrès, le chantre du nationalisme, de la terre, des morts, comme certains que vous entendez aujourd'hui dans les médias. Le jour de la dégradation du capitaine Dreyfus, il dira que Dreyfus est coupable. Je le déduis de sa race. Je vous dis ça parce que, à ce moment-là, la gauche française fut tiraillée par des questions que vous entendez et que portent dans les médias certains intellectuels égarés qui se disent encore de gauche. Cette idée, vous l'avez entendue. Moi, je défends mon peuple. Bien sûr, il faut accueillir, mais mon peuple. Nous et eux. Il y eut la même question symbolique autour de ce moment immense de crise morale que fut l'affaire Dreyfus. Pour la gauche fait les intérêts ouvriers, populaires, l'emploi, le salaire. Qu'est-ce qu'on a à foutre d'un officier, une culotte de peau, bourgeois, alsacien et qui plus est juif? Car l'antisémitisme, comme le racisme et la xénophobie, n'a pas de frontières sociales. C'est pas notre problème, Dreyfus. Nous, notre peuple, on ne va pas aller dans cette cause. On va d'autant moins aller dans cette cause que le ressort, vous le savez, de l'antisémitisme moderne, sur fond d'antijudaïsme chrétien, c'est cette assimilation, à l'époque, des juifs à l'argent, comme aujourd'hui, vis-à-vis de nos compatriotes musulmans, c'est l'assimilation de l'islam à la violence. L'essentialisation de l'autre, le refus de sa diversité, de sa pluralité. Il y avait évidemment un mouvement ouvrier juif, il y avait toutes sortes de misères venues d'Europe centrale. Cette essentialisation de l'autre, cette construction d'un bouc émissaire,
C'est là qu'est le nœud qui aboutit à l'indifférence vis-à-vis du monde. Je ne m'intéresse pas à Dreyfus, je ne m'intéresse pas à la question de l'antisémitisme, je mets ça de côté, ce n'est pas important, mais du coup je ne suis plus au rendez-vous du monde. Le sous-titre de la libre parole d'Édouard Drummond, l'auteur de La France juive, c'était « La France aux Français ». Et peut-être aurait-il ajouté, comme une certaine personne récemment, que qui dit français dit chrétien et dit blanc. Cette essentialisation de nous-mêmes pour essentialiser l'autre et le rejeter, qui est un mensonge sur la réalité de ce que nous sommes. Si je fais ce détour, c'est pour que nous comprenions bien quelle est la question qui nous est posée. La question qui nous est posée, si l'on rentre dans cet engrenage, si l'on rentre dans des calculs, si l'on ne prend pas une ligne de hauteur et de principe, c'est justement de construire cette extériorité qui est la brèche par laquelle rentre l'idéologie de l'inégalité. La catastrophe européenne, celle qui a amené à diaboliser, à essentialiser les Juifs d'Europe jusque 40 ans après, les exterminer en bonne part. Celle qui a fait de même avec les Tziganes, nos Roms d'aujourd'hui, sans frontières, sans nation propriétaire. C'est la même qui a entraîné Allemands et Français du haut de leur civilisation à se voir en 14 comme chacun le civilisé et l'autre le barbare. Des grandes intelligences a proclamé que la France c'était la civilisation par essence et que la Germanie c'était la barbarie, et inversement. Et l'on en connaît la suite, une boucherie, d'où est née l'autre catastrophe. Là, ces 30 ans de catastrophe européenne, jusqu'à faire surgir le totalitarisme, jusqu'à faire surgir ce mécanisme que l'on ne peut pas balayer comme un vague mauvais souvenir. Comment, au cœur de sociétés cultivées, civilisées, une masse de population a pu être indifférente au fait que l'on tue, que l'on massacre, de façon organisée, de façon industrielle, des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants, parce qu'ils étaient nés. Parce que leur origine, leur croyance, leur apparence était construite comme une extériorité. Donc la question que vous défendez par vos engagements militants est une question qui est au cœur du combat essentiel, qui est le combat de l'égalité. Toutes ces idéologies, cet imaginaire du racisme, cette soi-disant raccourci, prends-toi à ton voisin à cause de sa culture, de son histoire, de son origine, de parce qu'il est arrivé plus récemment que toi, et ainsi de suite. C'est une façon d'instaurer une idéologie qui est celle de l'inégalité des humanités. Qu'il y a des civilisations supérieures à d'autres, des religions supérieures à d'autres, des nations supérieures à d'autres, des hommes supérieurs aux femmes, et ainsi de suite. Et vous voyez bien que dans ce poison de l'inégalité, ce sont comme les poupées gigolles. Un bouc émissaire principal, une menace principale, et aujourd'hui tout y est englobé. La vague d'invasion qu'il dénonce et qui n'existe pas est évidemment assimilée au monde arabe et au monde musulman. Au point qu'on a cette honte d'élus qui veulent faire le tri, qui ne veulent accepter que ceux qui ne montreront pas de blanche, qu'ils sont bien chrétiens. Vous voyez bien que s'instaure cette logique du tri au cœur des humanités, où ce n'est pas la question de cet individu, cet homme, cette femme, qu'est-ce qu'il a souffert, qu'est-ce qu'il est, lui, humainement. C'est une identité que j'essentialise et que je mets au-dessus des autres. Ceux-là, je les prends, ceux-là, je ne les prends pas. Au nom de quoi? Pas au nom de ce qu'ils sont, réellement, mais au nom de la façon dont j'ai construit un préjugé, une hiérarchie. Et donc, cette logique idéologique, mais faite par la passion de la haine de l'autre,
comme dérivatif à nos problèmes sociaux, à nos problèmes économiques, elle est une machine redoutable qui se retournera contre tous ceux qui s'y laisseront prendre. Car c'est par là que toutes les logiques inégalitaires, toutes les remises en cause de droits acquis, toutes les remises en cause de droits sociaux et de droits démocratiques passeront. Et nous le voyons bien sur le terrain des libertés, sur le terrain des lois sécuritaires. Et donc, ne pas barguigner sur cette question, ne pas calculer, être sur une question de principe, comme le furent, et d'où la raison de ma convocation de cette scène historique, comme le furent les Dreyfusards, qui ont mené la bataille, y compris au sein du mouvement socialiste européen de l'époque, qui commençait à se coordonner, et d'où est née d'ailleurs sa coordination internationale. C'est là que Jaurès et Rosa Luxembourg se sont retrouvés, c'est là que des gens ont discuté, et c'est là qu'ils avaient en commun de combattre ce dérivatif qui, au lieu de dire à des gens qui partagent les mêmes conditions sociales, les mêmes problèmes d'habitat, qui sont faits de cette diversité qui est au cœur de notre peuple, au lieu de les mettre en guerre les uns contre les autres, de poser les questions centrales. Or, vous connaissez l'histoire, même si en 1914 ça finit mal, ce sursaut autour de Jaurès, autour de la Ligue des droits de l'homme qui s'est créée à cette occasion, eh bien ce sursaut a créé un événement incommensurable qui est au cœur de toute la pratique concrète, d'empathie concrète de vos associations. C'est pour ça que le nom de l'affaire Dreyfus est un symbole lumineux de l'histoire française qu'hélas la France ne porte plus par son attitude avec ceux qui seraient les Dreyfus d'aujourd'hui. Quel est cet événement? C'est de dire les droits de tous, les libertés de tous, la solidarité de tous, la façon dont nous allons faire du commun ensemble, peuvent dépendre du sort d'un seul, de la violation des droits d'un seul, de la liberté niée à un seul, du crime commis à un seul. Nous sommes là au cœur de ce qui a créé depuis toutes les associations de droits humains. Cette idée que défendre les droits de l'homme, ce n'est pas une abstraction, c'est défendre l'homme concret. Ce que Sartre a dit, Jean-Paul Sartre, le philosophe, après la catastrophe européenne, dans un texte trop méconnu, Réflexion sur la question juive, où il ne parlait pas que des juifs, mais il parlait des noirs, il parlait des arabes, il parlait des jaunes, je prends des guillemets d'époque dans son texte, par rapport au racisme, par rapport à ces poupées gigognes, et où il moquait, y compris à gauche, la figure du démocrate. Le démocrate, il aime l'humanité, en général. Mais quand elle est là, et qu'elle prend un visage souffrant, qu'elle prend un visage avec le foulard de sa croyance, là, tout d'un coup, il n'est plus au rendez-vous. Et donc, il posait cette question de l'empathie concrète, qui est au cœur de cette idée, du lien entre l'injustice faite à un seul peut menacer tout le pacte social. Le fait de ne pas être au rendez-vous d'individus concrets qui sont persécutés injustement, à raison de leur origine, à raison de leur croyance, à raison de leur apparence, c'est menacer tout notre équilibre. C'est mettre le poison de l'inégalité entre nous-mêmes. Et c'est une machine infernale. Du coup, j'en viens à la France, se pose pour nous la question de cet imaginaire que nous pouvons opposer à l'imaginaire destructeur de ceux qui ont peur, de ceux qui croient à l'invasion, de ceux qui tombent dans le raccourci de la haine de l'autre. Cela, il ne sert à rien de leur faire la morale. Ils ont leurs propres souffrances, leurs propres problèmes, leurs propres difficultés. Donc comment allons-nous les remettre en mouvement avec nous? Car c'est ça la vraie question.
Il nous faut un imaginaire supérieur à celui qui fait des ravages. Et c'est bien tout le problème aujourd'hui, d'où ma provocation, en commençant par Madame Merkel, de la faiblesse profonde de la pédagogie collective du discours politique, et notamment autour de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Car il nous faut un autre imaginaire qui soit plus fort, qui donne confiance. Vous êtes venus nombreux aujourd'hui, qui donnent envie de se battre pour tout ça, qui se disent mais bien sûr, et qui ne rentrent pas à débattre de la race blanche ou à débattre de toute autre ânerie aussi stupide sur un plateau de télévision, de balayer tout cela par un rapport de force nouveau. Comment, en clair, refaire surgir un imaginaire des causes communes, de ce que nous avons en commun, et qui nous permet de nous sentir forts et de ne pas nous sentir, du coup, inquiétés par rapport au désordre du monde et à la façon dont il frappe à notre porte. Alors la France n'est pas un exemple aujourd'hui. En fin 2014, l'Union européenne avait reçu 122 000 demandes d'asile. La révolution syrienne a commencé depuis 2011, cela fait déjà 3 ans. 122 000 demandes d'asile. L'Allemagne a accordé sa protection à 26 000 Syriens. La Suède à 17 000. La France, combien? 2 000. 220 000 et le chiffre est assez... 122 000 demandes, pardon, et le chiffre était important et il sera beaucoup plus important cette année. En France, aujourd'hui, par rapport à ceux qui vous parlent d'une vague, comme vous le savez, il y a chaque année 200 000, et le chiffre ne varie pas, nouveaux titres de séjour annuels. Un chiffre qui est très stable depuis 2005, notamment à cause des politiques restrictives. Mais dans ces 200 000, d'abord prenons-en la mesure. Vous savez comment ceux qui veulent faire peur disent 200 000, ah ben c'est une ville comme Rennes, par exemple. Ah, c'est terrible, une ville comme Rennes. En fait, 200 000, vous avez compris, c'est 0,3%. Le taux d'accroissement lié aux migrations en France, c'est comme on dit chez les démographes, du 3 pour 1000. Ce n'est rien. Mais surtout dans ces 200 000, ce n'est pas une vague qui tomberait du ciel. J'ai rappelé des textes fondamentaux. Ce sont des gens qui arrivent parce qu'ils ont le droit d'arriver. Ils ont le droit de vivre en famille, 40 000 entrées par an. Ils ont le droit, s'ils sont français, y compris naturalisés, d'épouser qui ils veulent, 65 000 entrées par an. Ils ont le droit d'asile, il est si peu respecté chez nous qu'il ne compte que 18 000. Et puis ils ont ce quasi-droit, normalement, de pouvoir faire des études dans une université étrangère, si on leur en donne envie et si on ne fait pas restriction, 60 000. Donc je viens de vous citer dans ce 200 000 des catégories simples, évidentes, de la circulation humaine, non pas d'une intrusion, non pas d'une invasion, mais d'une humanité qui fait lien. Quelle est la réalité de notre peuple? C'est les couples mixtes, c'est des gens d'histoires différentes, de cultures différentes, de religions différentes, d'origines différentes, qui se rencontrent. Nous sommes tissés de ce lien au monde, que nous n'acceptons aujourd'hui dans nos politiques officielles qu'au compte-gouttes, que marginalement. Et donc, cet imaginaire, quel pourrait-il être? Cet imaginaire qui répondrait à cette question que posait
l'ancien directeur de l'INED, un démographe dont je vous conseille les livres, François Héran, celui-là, Le temps des immigrés, qui remettait beaucoup de pendules à l'heure sur la réalité de notre histoire, sur le fait que, loin de nous menacer, cela nous aide, cela nous renforce. Il posait cette question. Un cliché corollaire des débats sur l'immigration est l'évocation récurrente, c'est un peu comme ce que vous entendez sur la soi-disant pensée unique, proclamée comme étouffante par des intellectuels qui monopolisent tous les plateaux médiatiques. Cette invocation récurrente du courage dont il faudrait faire preuve pour briser les tabous. Qu'il faille du courage pour réfuter les préjugés xénophobes, c'est certain. Mais peut-on accepter cette nouvelle conception du courage consistant à dire qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir peur avec ceux qui ont peur? Caresser l'opinion dans le sens de ses peurs, c'est le contraire du courage. C'est vrai du savant comme du politique. Cela fait penser à cette phrase sortie un jour par Nicolas Sarkozy, parlant de la démocratie des bons sentiments. Ah bon, parce que... Non, de la dictature des bons sentiments. De la dictature des bons sentiments. Et donc, il faudrait avoir le courage de vivre dans une démocratie des mauvais sentiments, où au fond, ce que nous avons en commun, c'est d'abord la méfiance, c'est d'abord la peur, c'est d'abord la défiance. Quelle immense régression d'une langue politique commune est à l'œuvre derrière cela. Alors cet imaginaire, et c'est bien là qu'est depuis 30 ans, et au fond, ne nous le cachons pas, dans toutes ses composantes, dans toutes ses variantes, le grand échec de la gauche. Depuis ce moment de 1982, où face à des grèves ouvrières de l'automobile, où parlait notre peuple tel qu'il est, d'ouvriers, mais d'ouvriers qui a toujours été fait de nos migrations, intérieures puis extérieures. Mais c'était une grève ouvrière où, parmi 20 revendications animées par la CGT, les ouvriers qui travaillaient en 3-8 et qui étaient venus, eux, leurs enfants sont nés en France, mais qui étaient venus de l'étranger et qui avaient ce soupir de la créature sans espoir dont parlait Karl Marx dans ce texte, déformé par l'utilisation comme un rejet de la formule de l'opium du peuple à propos de la religion, alors qu'il disait « c'est le soupir de la créature sans espoir ». Quand vous n'avez pas d'espoir, quand vous êtes opprimé, quand vous venez avec ce que vous êtes, eh bien, il y a aussi des espérances qui vous accompagnent et qui peuvent être des espérances de transcendance, qui vous aident à vivre et qui ne vous empêchent pas d'être militant, syndiqué à la CGT, tout en allant à la messe, au temple, à la synagogue ou à la mosquée. C'était ça qui faisait ces ouvriers. Et donc, parmi les revendications, ils avaient réuni tout le monde. Ceux qui faisaient les 3-8 disaient, quand même, moi j'ai besoin de faire ma prière et je préfère ne pas la faire dans la graisse de la chaîne de montage. Si j'avais un petit local pour aller faire la prière proprement. Et là, le Premier ministre de l'époque, brave homme, pourtant du socialisme français, Pierre Mauroy a dénoncé des grèves islamistes. La même année, l'année suivante, plutôt, 1983, les enfants de cette génération ouvrière venue de nos migrations post-coloniales, qui eux, et c'est le moment de basculement, sont nés en France. C'est le moment où dans cette vague d'immigration post-coloniale se fait le basculement entre ceux qui sont nés là-bas et désormais la majorité sont ceux qui sont nés ici et qui font leur chemin ici, dans la diversité de leurs engagements, de leurs appartenances. Et qu'est-ce qu'ils font, ces jeunes, vous le savez, accompagnés par un prêtre et un pasteur? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle, dans un cliché médiatique, la marche des beurs. Mais ils ne se sont jamais appelés la marche des beurs, ce qui veut dire arabe en verlan. Elle s'appelait comment, cette marche? Elle parlait de nos causes communes. La marche de l'égalité, pour l'égalité et contre le racisme. Pour dire, voilà, nous avons quelque chose à construire en commun, l'égalité. L'égalité de où on vit, où on travaille, où on habite.
Depuis 30 ans, la gauche, dans ses différentes variantes, ne s'est pas saisie de ce nouveau peuple, qui est comme les peuples précédents, ceux qui ont été faits d'Espagnols, de Polonais, d'Italiens, de Belges, de toutes les migrations précédentes, d'outre-mer, qui sont au cœur de notre diversité, mais même plus longtemps. La Bretagne fut longtemps un tiers-monde de la France, un pays regardé comme un pays d'obscurantisme confit de religion. Et c'est un pays, comment on dit, aujourd'hui on demande, ce qui nuit évidemment, nous sommes dans une ville universitaire, au rayonnement de la France, on dit aux étudiants qui voudraient faire des études venus de l'étranger, on dit vous devez montrer là-bas au consulat que vous parlez le français. Pour ceux qui ont des enfants, vous le savez tous, ou des petits-enfants, vous le savez tous, c'est en plongeant qu'on apprend une langue étrangère, qu'on l'apprend bien. Aujourd'hui, nous avons changé la donne. Il faut montrer qu'on parle le français avant de venir ici. Mais comment on dit en français quelqu'un qui parle mal français? Mot qui existe depuis 3 siècles au moins. Baragouiner. Baragouine, celui-là, je comprends rien. Et d'où vient ce mot? Il venait des migrants de l'intérieur, bretons, confits de religion obscurantiste pour les bourgeois de la ville, bien sûr d'être du côté des Lumières, c'est-à-dire catholiques. Et ils venaient quoi? Ils venaient à la ville parce qu'ils fuyaient la disette, vendre leur force de travail, et ils ne parlaient pas un mot de français. Et donc ils demandaient du pain, bara, et gouine, du vin. On est toujours l'étranger, l'immigré de quelqu'un. Je rappelle tout ça parce que, aujourd'hui, ce que la gauche n'a pas affirmé, ce dont elle ne s'est pas saisie, c'est que nous sommes une Amérique de l'Europe, que c'est notre particularité dans la constitution de notre peuple. C'est l'histoire de notre pays, qui s'est toujours fait de cette relation au monde, de ce lien avec le monde. C'est y compris son histoire politique, c'est l'histoire diverse d'un peuple qui est à la fois la fille aînée de l'Église, le pays de l'édit de Nantes, le pays de la première communauté juive rescapée du génocide, le pays de la créolisation par nos outre-mer, le pays de la plus importante communauté musulmane d'Europe, et le pays d'une laïcité, j'y reviendrai, qui est le souci, le respect des minorités. Tout cela, c'est notre histoire dans la diversité de ce que nous sommes. C'est ce que proclame notre Constitution depuis la catastrophe européenne, dans son préambule, celui de la Constitution de la 4e, repris dans celui de la 5e. C'est ce qu'il y a de mieux dans ces textes. La République française ne fait pas de distinction selon l'origine, la race, mot d'époque pour dire l'apparence, et la religion. Elle respecte toutes les croyances. C'est écrit noir sur blanc. Et dans la première version, il est dit, on est obligé de le préciser, parce que justement, c'est ce poison-là du non-respect au nom de l'origine, au nom de l'apparence, au nom de la croyance qui a produit la catastrophe européenne. C'est notre histoire politique, même plus profondément. C'est le monde qui nous a sauvés. Statistique de 1943 des forces françaises libres. Comme vous le savez, la majorité des élites françaises, politiques, économiques, médiatiques, intellectuelles, ont capitulé en 1940. Elles ont accepté cette idée de l'éternité d'une Europe allemande, nazie, nationale-socialiste. Pas parce qu'ils étaient tous des fanatiques, simplement pas comme une partie de notre classe politique que nous voyons tous les jours. Ils s'adaptent, ils gouvernent comme ils vivent par adaptation successive. Ils survivent et ils ne se rendent pas compte quel escalier ils sont en train de dévaler et qui les emmènera très loin, comme nous voyons aujourd'hui dans le paysage médiatique quelques intellectuels aller très loin et s'égarer très loin. Il n'y a que le premier pas. Donc, c'était une faillite totale. La France est le seul pays dont, hélas, un gouvernement installé par une république qui s'est suicidée, les 9 et 10 juillet à Vichy, a collaboré. Partout ailleurs, les nazis ont dû imposer leur propre gouvernement. Pierre Laval était un notable de la République d'avant. Les radicaux socialistes, pour l'essentiel, ont voté
les pleins pouvoirs à Pétain, le suicide de la République. Ce geste fou de Gaulle, qui venait d'un milieu militaire plutôt conservateur, qui avait travaillé avec le maréchal Pétain, d'aller à Londres, ne pouvait, au-delà de sa folie impensable, car il fallait être fou pour penser que c'était possible de gagner en 40, ne pouvait réussir que s'il y avait une armée. Elle était où? Et Madame Morano, qui se réclame de Gaulle, devrait relire ses livres d'histoire. Elle était où, cette armée? Quelles furent les premières années de la France libre? Un livre financé par le ministère de la Défense, une thèse d'un universitaire nord-américain, l'explique. Elle était où? Elle était en Afrique. Elle était en Afrique noire. Elle est remontée par le Tchad. Elle était africaine, la France libre. Statistique de 1943. Des forces françaises libres, officielles, faites en temps réel. 66% de troupes coloniales, à qui on n'avait pas toujours demandé leur accord pour s'embarquer dans cette histoire. 18% de légions étrangères, et le reste, mot d'époque toujours, français de souche. 66 plus 18, faites le calcul. L'immense majorité des forces françaises libres venaient du monde. Ce monde que le discours politique dominant aujourd'hui voudrait rejeter. Dans un dialogue avec André Malraux, De Gaulle dit « On ne pourra pas dire, se rappelant de cette légion étrangère, on ne pourra pas dire que je n'ai pas accepté tout le monde. » Et l'ordre de la libération ne mettait pas de condition de nationalité. L'étranger était bienvenu parce qu'il nous sauvait. Et il faut y ajouter évidemment la résistance intérieure, les républicains espagnols, la main-d'œuvre ouvrière immigrée, l'ensemble de tous ceux qui ont été au rendez-vous de la France. Parce qu'ils se disaient que la France, il y avait quelque chose à y sauver, car elle avait une histoire, elle avait des valeurs, elle avait proclamé ses principes. Ces principes dont le moteur est l'égalité. La liberté, ça peut être la liberté de s'enrichir, donc de créer des inégalités. La fraternité, ça peut être la tentation de choisir des frères et d'en exclure d'autres. C'est l'égalité qui est le moteur dynamique, qui fait une république de mouvement, pas punitive, qui emmène, qui invente, qui n'est pas conservatrice, qui n'est pas figée, qui conquiert sans cesse de nouveaux droits. Et donc, notre histoire, aussi bien par le peuplement que politiquement, est d'être un pays fait du monde. Et aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, où nous sommes la seule ancienne grande puissance coloniale à avoir des outre-mer et à les revendiquer comme des symboles de notre puissance, de la Guyane à la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, les Antilles, jusqu'à un petit bout de l'archipel des Comores, Mayotte, devenu le 101e département français. Quelle est notre réalité? Nous sommes un pays multiculturel. C'est la réalité de ce que nous sommes dans la diversité de nos appartenances. Multiculturelles veut dire également multiconfessionnelles, parmi lesquelles la liberté de ne pas croire. C'est cela que nous devrions affirmer. C'est cela qui pourrait nous mettre en mouvement. Poser la question à beaucoup de représentants professionnels de la gauche. Que brandiront-ils face à ce monde multiculturel? Ils brandiront, tel un curé le crucifix face à Satan, communautarisme. Ah, le communautarisme. Comme si c'était miner l'unité que de proclamer la diversité. Alors que c'est de cette diversité que nous pouvons faire force. Et faire force et être capable, du coup, de continuer à parler au monde. C'est cela que l'on devrait revendiquer. Je cite souvent cette phrase de Nelson Mandela, quand, à la chute de l'apartheid, il a évité que son pays sombre dans une guerre nouvelle et infinie. Car il y avait plein de raisons pour que, y compris la majorité noire, dans un aveuglement nouveau, se venge. Il n'a pas dit « nous sommes une route, les racines africaines », le pouvoir africain, l'Afrique glorieuse des ancêtres, de l'identité à racines uniques, fermée, close. Mandela, dans un mouvement immense,
permettant à son peuple de se mettre au banquet du monde, sans que ça permette de résoudre tous les problèmes économiques, sociaux, de corruption, voire de racisme, y compris entre Noirs en Arabie Saoudite. Excusez-moi, je suis fatigué. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud, sans que cela permette de résoudre tous ces problèmes, cela a mis en avant et en mouvement ce peuple. Quelle était sa formule? Vous la connaissez? We are a rainbow nation. Nous sommes une nation arc-en-ciel. La France est une nation arc-en-ciel. Et c'est en revendiquant cette réalité-là qu'elle peut avoir un discours politique qui ne la rende pas schizophrène, qui ne lui parle pas d'une autre réalité que ce qu'elle vit au travail, dans son quotidien. Et c'est ainsi que nous pourrons parler au monde. Ce sera mon dernier point avant de conclure. J'ai dit, c'est un devoir. C'est un devoir parce que s'il y a un continent qui peut se souvenir, j'ai parlé des guerres mondiales, mais je pourrais parler des harkis et des pieds noirs pour la France, je pourrais parler des boat people à la fin des années 70, je pourrais parler de la chute du mur en Europe, je pourrais parler évidemment des guerres yougoslaves. Nous sommes faits de cette histoire où nous avons toujours eu rendez-vous avec une part d'humanité souffrante, marchant pour sortir de cette souffrance. Et aujourd'hui, nous aurions une barrière qui se construirait par rapport à, au fond, quoi? Une humanité venue des bords de la Méditerranée ou d'Afrique subsaharienne que nous essentialisons à raison de sa culture ou de sa croyance et de son apparence pour ceux qui viennent d'Afrique noire. Au fond, il y a derrière ce poison qui a fait que pour nous, islam, musulmans, ou venus de ces régions-là, c'est un danger, c'est une peur, c'est une menace. Comme si nous étions incapables de comprendre réellement, concrètement, les menaces que nous subissons. Comme si nous ne connaissions pas leurs histoires. Comme si nous ne savions pas que les premières victimes du totalitarisme qui prétendument se réclament de l'islam sont des musulmans. Et que nous sommes responsables de ce monstre, que nous, l'Occident, l'avons aussi enfanté, qui ne tombe pas du ciel, qui rencontre évidemment une idéologie qui est celle du wahhabisme sectaire d'Arabie Saoudite, d'où mon petit lapsus de tout à l'heure, je pensais déjà à la suite. Arabie Saoudite, laquelle est aujourd'hui l'allié de nos gouvernants, soi-disant face à l'organisation dit État islamique, alors que son code pénal n'est aucunement différent de celui de Daesh. Qu'est-ce que nous oublions dans ce moment-là? En oubliant y compris ce rare moment où notre pays a à nouveau été au rendez-vous de sa promesse républicaine vis-à-vis du monde. Nous oublions ce qui s'est passé après septembre 2001. Nous oublions ce mensonge d'État devenu mensonge médiatique qui a plongé un peuple dans l'aveuglement, et pas n'importe lequel, le peuple des États-Unis d'Amérique, qui a produit l'invasion d'un pays souverain, la première depuis les invasions coloniales, fut-il dictatorial. L'Irak de Saddam Hussein n'avait déclaré la guerre à personne. Et cet aveuglement s'est poursuivi. Le traitement par l'Alliance américaine de l'État irakien n'a même pas ressemblé à ce qui a été fait avec les résidus du nazisme après 1945. Tout a été mis à bas. Tout l'État a été mis à bas. Tous les repères institutionnels ont été mis à bas. Les fonctionnaires n'ont pas été recyclés dans tout cela. Quand on regarde la biographie des cadres militaires de l'organisation dite État islamique, on retrouve des anciens cadres de l'appareil d'État, du baasisme, du mouvement nationaliste arabe qui inspirait la dictature de Saddam Hussein. Mouvement laïciste, pas du tout religieux, et ce sont les mêmes qui, du coup, ont basculé dans cette guerre et qui en sont les acteurs.
Cette erreur, cette catastrophe, qu'on ne peut pas balayer comme s'il fallait être comme des lapins dans les phares avec des vidéos faites pour nous affoler que l'on nous envoie sur les réseaux sociaux. L'Irak, qu'est-ce que c'est? C'est le seul pays du monde arabe dont la majorité de la population est chiite. Cette dissidence au cœur de l'islam comme le protestantisme au cœur du christianisme. C'est le seul pays dont le régime était appuyé sur la minorité sunnite, 30%. Laquelle majorité chiite n'est pas identifiable à la religion. Je rappelle pour l'histoire qu'il y a 50 ans, le plus grand parti communiste du monde arabe était le parti communiste irakien, s'appuyant sur cette communauté chiite plus défavorisée. Et qu'est-ce qui a été fait dans ce jeu d'apprentis sorciers du Building Nation des néoconservateurs américains? Eh bien, on a mis à bas cet équilibre fragile. On a plongé ce pays dans la géopolitique globale de la région, dans une guerre de religion, sunnite contre chiite. Daesh tue systématiquement toute personne qu'il repère comme sunnite. Il le tue comme un chien, parce que pour lui, c'est un chien. Et il joue de cette idéologie-là, qui est encore au cœur du wahhabisme, où les chiites d'Arabie Saoudite sont tenus comme une minorité opprimée. Et nous avons fait ça, nos alliés, je parle de ceux qui nous gouvernent, dans un moment où, en plus, dans la géopolitique locale, émergeait cette puissance régionale issue d'une révolution, fût-elle avec une idéologie religieuse, mais une révolution également sociale et démocratique qui fut la révolution iranienne. Aujourd'hui, la majorité du corps enseignant des universités iraniennes, ce sont des femmes. La majorité des étudiants, ce sont des femmes. C'est, comme le dit Olivier Roy, sous l'apparence religieuse, une des sociétés les plus laïcisées en profondeur, et qui s'ébroue au banquet du monde. C'est une nouvelle puissance. Et nous avons totalement mis en branle ce qui pouvait produire des monstres. Ces monstres, nous les avons enfantés. Comme nous sommes complices des dictatures qui ont écrasé leur peuple. Saddam Hussein, la première guerre d'Irak, elle démarre en 80 face à la révolution iranienne. Nous l'armons, notamment nous, la France. Armes de destruction massive comprises. Les Kurdes s'en souviennent. Des armes chimiques. Nous faisons tout cela. Et aujourd'hui, nous payons le prix, comme nous avons soutenu, rappelez-vous, les grands sommets faits avec Nicolas Sarkozy, comme nous avons soutenu la dictature de Hafez puis Bachar el-Assad. Et donc, nous ne pouvons pas ne pas considérer que toute cette humanité, dont le gros est aujourd'hui en Turquie, au Liban, en Jordanie, dont nous ne prenons qu'une infime part, vient vers nous à cause de troubles, de désordres, de massacres, de catastrophes auxquels nous, pas vous, moi, individuellement, mais auxquels ceux qui nous représentent, auxquels nos gouvernants ont une part. Parce que ce moment rare de grâce de 2003, où la France, au Conseil de sécurité, a dit « je n'en suis pas », a évoqué non pas un discours de puissance, non pas se mettre sur ses talonnettes, non pas le coq gaulois, mais au contraire notre fragilité, la conscience de la fragilité du monde, cet apprentissage justement d'une vieille nation et d'un vieux continent, qui ne veut pas retomber dans les erreurs de l'hubris de puissance, qui a compris que nous sommes dans une nouvelle phase des relations au sein du monde. Nous nous sommes projetés pendant 5 siècles sur le monde, sans demander l'autorisation à personne. Pour le meilleur, cela nous a modifiés, transformés, cela a produit la question de la relation à l'autre, depuis les essais de Montaigne, tout honnête homme est un homme mêlé. Cela nous a permis de nous interroger sur nous-mêmes, cela a produit nos réflexions sur l'humanité commune. Mais nous nous sommes projetés pour le meilleur, mais aussi et d'abord pour le pire. Nous avons pillé, nous avons dominé, nous avons opprimé, mais nous avons diffusé aussi nos idéaux que ces peuples ont retournés contre nous.
Que s'est-il passé dans ce moment où se noue aussi la crise démocratique française? Celle qui fait qu'aujourd'hui nous sommes encalminés et que nous sommes en ce sens le pays malade de l'Europe. Celui qui ne peut pas inventer des réponses nouvelles car encalminé dans cette dépendance stupéfiante du pouvoir d'un seul. Ce présidentialisme où nous votons tous les 5 ans, tous les 7 ans pour quelqu'un qui mène la campagne au nom du nous et qui une fois au pouvoir dit je. Comme si dans ce monde complexe, une personne pouvait comprendre seule, comme si nous n'avions pas besoin d'une démocratie vivante, délibérative, participative, et qui ne se contente pas de dépendre du choix d'un seul, et qui, du coup, fait des majorités automatiques, une discipline parlementaire où l'on désigne comme frondeurs ceux qui ne font que dire « mais c'était ça le programme sur lequel on a été élu ». Et donc nous sommes, dans ce moment, la France, un pays qui, parce qu'il a choisi de effacer le face-à-face avec une nouvelle relation au monde, par cette idée d'une puissance qu'incarnerait le présidentialisme, le chef des armées, la bombe atomique. Dans ce moment-là, nous n'avons pas dénoué l'ancienne relation au monde, qui se défaisait avec les décolonisations, qui se défaisait avec les années 50. Bandung, les indépendances, le congrès des écrivains noirs, la guerre d'Algérie. Eh bien, c'est quoi? C'est des peuples qui se mettent en route, qui se mettent en marche. Comme le dit Aimé Césaire dans une superbe lettre à Maurice Thorez, alors patron du Parti communiste français en 1956, l'heure de nous-mêmes a sonné. Et où il dit, certes nous connaissons le paternalisme colonial, mais il y a le fraternalisme, le grand frère, qui dit, moi je connais le chemin, donc je te prends avec une main sûre d'en haut. Non, l'heure de nous-mêmes a sonné. Pour le meilleur et pour le pire, eux aussi. Mais nous leur donnerions des leçons, nous qui avons mis un siècle à ce que la République soit apparemment chez elle, et entre-temps, une dictature, Napoléon, une restauration, des massacres, ceux de la Commune de Paris, des communards massacrés. Donc ils se mettent en branle avec des révolutions, des contre-révolutions, des indépendances confisquées, des nouvelles oligarchies, mais ils se mettent en branle, ils marchent. Et nous ne sommes pas dans un moment où l'imaginaire de notre discours politique commun, quel que soit après nos choix partisans, c'est l'intelligibilité du fait que nous ne pouvons plus être dans ce rapport de puissance, que nous sommes dans une nouvelle relation au monde qui suppose la conscience de sa fragilité, de son interdépendance, de notre lien au monde. Et c'est comme ça que nous nous nécrosons, que nous nous séparons du monde, que nous tournons le dos à l'étranger, à l'immigré, aux réfugiés, à l'exilé, à l'étranger ici même, qui a visage prioritairement d'arabes, de maghrébins, de musulmans. Mais du coup, nous nous séparons de ce qui nous a fait nous-mêmes. Nous lâchons les amarres. Et donc c'est là que nous avons une immense responsabilité dans le moment qui est le nôtre. Une responsabilité avec notre liberté, qui nous requiert. C'est pour ça que j'ai commencé par l'indifférence. Nous ne pouvons pas être spectateurs, nous ne pouvons pas être sur le côté. Nous devons être dans ce chemin concret des causes communes. Votre collectif a un nom qui pour moi est une ligne de vie. Je suis un Breton d'outre-mer. J'ai grandi dans les Caraïbes jusqu'à l'âge de 10 ans, puis ensuite en Algérie après l'indépendance jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai eu un père catholique, une mère protestante, et ça n'allait pas de soi au cœur du XXe siècle en Bretagne. Je ne suis pas baptisé, j'ai connu un islam ouvert et divers et pluriel. J'ai rencontré la créolisation du monde qui fait la richesse du tout monde des Outre-mer, comme disait Édouard Glissant, et ma compagne est issue de l'immigration juive d'Europe centrale. Je suis fait de tout ça. Mais ce que je viens de vous dire, regardez autour de vous, dans vos propres familles, nous sommes des millions à être faits pareillement. De ce lien divers, varié avec le monde, de ce déplacement en nous, qui nous a produit ce que nous sommes. Je plaide pour que nous ayons la force d'avoir cet imaginaire-là. La question de l'étranger est une question
qui parle de nous comme étrangers, qui parle de la gauche comme idée que être de gauche, ce n'est pas être au plus proche qui nous ressemble, c'est aller vers le dissemblable. Et en ce sens, cette espérance rejoint des transcendances qui peuvent être celles de ceux qui ont des croyances. Cette idée qu'il faut aller vers l'autre quand ils ne sont pas dans des idéologies religieuses sectaires. Il y a un homme qui a écrit ça et qui lui-même s'est déplacé, qui fut un soldat de la France libre, qui a écrit sur les crispations de l'identité, qui a fait chemin vers l'autre, puisqu'il a rejoint la cause de l'indépendance algérienne, et qui surtout a rejoint le monde, car il est enseigné dans le monde entier, dans toutes les langues, alors qu'il est trop peu enseigné en France. Il s'appelait Frantz Fanon, c'est l'auteur des Damnés de la Terre. Dans son premier livre, paru en 1952, l'année de ma naissance, il dit ceci, qui rejoint exactement ce que nous faisons ici même concrètement. Il ne faut pas essayer de fixer l'homme, puisque son destin est d'être lâché. Il ne faut pas essayer de fixer l'homme, puisque son destin est d'être lâché. Et Fanon ajoutait, moi l'homme de couleur, je ne veux qu'une chose, que jamais l'instrument ne domine l'homme, que cesse à jamais l'asservissement de l'homme par l'homme, c'est-à-dire de moi par un autre, qu'il me soit permis de découvrir et de vouloir l'homme où qu'il se trouve. Et il terminait, ma liberté, supériorité, infériorité, pourquoi tout simplement ne pas essayer de toucher l'autre, de sentir l'autre, de me révéler l'autre? Ma liberté ne m'est-elle pas donnée pour édifier le monde du toit, théorie? Vous voyez bien que derrière cette question du toit, il y a cette idée qu'une démocratie vivante, ce n'est pas la loi de la majorité. Il faut des majorités si on choisit le vote et pas le tirage au sort ou d'autres mécanismes qui peuvent être démocratiques pour choisir des représentants. 50 plus 1. Mais en revanche, une démocratie qui n'est pas celle seulement du choix des représentants. Une démocratie vivante au quotidien. Si c'est la loi de la majorité, c'est la loi du conformisme, c'est la loi de l'immobilisme. Les majorités ont toujours plus à perdre, elles sont arrivées, y compris quand elles viennent des mouvements migratoires, elles peuvent être dans le piège de cette dialectique perverse du paria et du parvenu. Je suis arrivé, je ferme la porte, et j'oublie le paria que je fus. C'est ce que l'on peut dire dans le sud de la France à certains descendants d'immigrants italiens ou d'immigrants espagnols qui tombent eux-mêmes dans cet rejet de l'autre. Et donc, le souci des minorités, c'est la seule façon où une démocratie s'interpelle elle-même. Les minorités, elles sont bruyantes, elles sont audacieuses, parfois excessives, mais elles sont toujours inventives. Cela vaut en art comme en politique. Et donc, le souci du pluriel d'une société, le souci de faire fort de ce pluriel, de ne pas le vivre comme un problème, mais de le vivre comme une force qui, du coup, nous permet d'accueillir le si peu de monde qui frappe à notre porte. Même si c'est un mouvement migratoire sans précédent, c'est 1 million de personnes cette année, pour un continent de 508 millions. Et nous, la France, on chipote pour en recevoir au maximum 30 000 sur 2 ans. Qu'est-ce que c'est comme rendez-vous avec nous-mêmes? Et si nous chipotons, c'est parce que, ici même, dans notre bataille quotidienne, dans notre vécu quotidien, dans notre rendez-vous avec notre pluralité quotidienne, nous nous sommes habitués à l'indifférence. C'est pas seulement la question de l'immigré sans papier, c'est la question de l'autre, de l'étranger qui est en nous, qui est là, qui est déjà là, qui fait partie de nous. Et si on accepte qu'il soit discriminé, qu'il soit contrôlé au faciès, qu'il soit stigmatisé à raison de sa croyance, de la visibilité de sa croyance, un foulard, une nourriture, le halal, un lieu de prière, la mosquée, nous nous habituons à toutes les autres indifférences. Et les militants dévoués qui disent « mais quand même, il faut tendre la main aux migrants », ils sont du coup isolés, impuissants, parce qu'il n'y a pas eu cette dynamique de sortir de cela. Les autres pays ont des problèmes économiques, sociaux, mais sur ces questions de la diversité française, ils nous regardent bizarrement, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas cette crispation qui s'est construite
depuis 20 ans, en désignant un bouc émissaire principal qui nous habitue à toutes les indifférences. Et c'est là que j'en termine. Quand je disais « nous avons rendez-vous avec nous-mêmes », c'est là qu'il faut entendre une autre alerte de Fanon. À la fin de Peau noire, masque blanc, ce Fanon qui a rejoint la France libre en mentant sur son âge, qui a cru à ce qu'on lui enseignait, à ces valeurs qui ont fait nos révolutions démocratiques, sociales. Qu'est-ce qu'il dit à la fin des damnés de la terre? Dans ce moment où les autres peuples se mettent en marche, et maintenant viennent au banquet du monde, et créent de nouvelles puissances qui s'appellent l'Iran, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, et qui nous obligent à un dialogue nouveau avec le monde. Il dit, quittons cette Europe qui n'en finit pas de parler de l'homme tout en le massacrant partout où elle le rencontre, à tous les coins de ses propres rues, à tous les coins du monde. L'Europe a pris la direction du monde avec ardeur, cynisme, violence, mais l'Europe s'est refusée à toute humilité, à toute modestie, mais aussi à toute sollicitude, à toute tendresse. Elle ne s'est montrée parcimonieuse qu'avec l'homme, mesquine, carnassière, homicide qu'avec l'homme. Cette Europe qui jamais ne cessa de parler de l'homme, jamais de proclamer qu'elle n'était inquiète que de l'homme, nous savons aujourd'hui de quelle souffrance l'humanité a payé chacune des victoires de son esprit. Ce sont des lignes de 61-62. Nous n'aimerions pas avoir à les écrire sur notre France aujourd'hui, cette France qui parle de l'homme et qui est indifférente à ce qu'il subit. Il y a quelques années, quand un transfuge socialiste a pris, au début de la présidence Sarkozy, un ministère de la honte, le ministère de l'identité nationale au singulier et de l'immigration, preuve du lien, l'identité qui exclut à l'intérieur et qui du coup fabrique le rejet de l'étranger. Deux hommes se sont levés et ont fait le manifeste de protestation. Ils étaient aussi de notre diversité. Il s'appelle pour l'un, il est toujours vivant, et l'autre, qui était un grand ami, n'est plus là, hélas, Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau. Ils ont fait un manifeste qui s'appelait « Quand les murs tombent », contre ce mur ministère qui nous habitue à mettre des murs ici même. Ce mur qui, au fond, nie ce que nous sommes, non pas que nous n'ayons pas d'identité, mais Édouard Glissant disait « Il n'y a d'identité que de relation ». L'identité à racine unique au singulier, c'est une identité qui va mourir, qui se nécrose. C'est comme une plante qui oublierait les radicelles, les rhizomes, le terreau dont elle est faite et qui est fait des autres plantes qui l'entourent. Il disait « J'échange changeant avec l'autre sans me perdre ni me dénaturer pour autant ». Et nous le savons dans notre langage, qui est plein de mots étrangers, dans notre cuisine, qui est pleine de cuisine étrangère, dans notre musique, qui est pleine et notre littérature, qui est portée justement par ces personnes-là, venues de nos ailleurs. Et il terminait ce manifeste d'une phrase, et qui pour moi est au cœur de ce que je vous disais quand je répondais à celui qui parlait de la dictature des bons sentiments. Je pense que dans ce moment-là, bien sûr que la politique, c'est des médiations, bien sûr qu'il faut après rentrer dans le concret. Mais il y a un moment où il y a des sursauts concrets, élémentaires, et qui ont rendez-vous avec des idées toutes simples. La beauté du monde et la bonté de l'humanité. La phrase finale d'Édouard Glissant à propos de ce ministère d'identité nationale, tout le contraire de la beauté. Merci.